Merci d'être venu pour cette première réunion publique dans le cadre des élections européennes. Il est vraiment puissant ce micro. Je vous remercie évidemment, je remercie les élus qui sont là, et même ceux qui viennent du bas de la vallée, si je puis dire, les élus régionaux, notre ami Xavier Baudry, qui est conseiller régional des Pyrénées-Orientales, j'allais dire Languedoc-Roussillon, d'Occitanie, pays catalan, ou d'Occitanie-Roussillon, comme vous voulez, et les élus municipaux, notamment ceux de Perpignan, d'Espira de l'Agly, Marie-Thérèse Fezenbeck, qui est moins loin que les autres même, et merci tout simplement d'être venu pour discuter de l'élection européenne. Je vais vous faire un petit exposé en préambule, et puis peut-être je répondrai aux questions, c'est plus intéressant que de vous assommer de concepts ou de chiffres d'ailleurs sur un sujet européen qui est de plus en plus difficile à appréhender et dont on ne voit pas très bien jusqu'où il va aller, tant il est vrai que les positions sont extrêmement difficiles à maîtriser, il faut le dire, même pour ceux qui en sont des spécialistes, que ce soit d'un point de vue juridique ou d'un point de vue institutionnel et constitutionnel. Il suffit de regarder l'affaire anglaise pour se rendre compte que rien n'est simple et que les traités européens que nous avons conclus depuis maintenant un demi-siècle ou un peu plus, eh bien, sont des textes qui emprisonnent les nations, puisque tout simplement on ne peut pas en sortir en rappelant une chose, c'est que même de l'Union soviétique, la Constitution permettait d'en sortir. Même en Union soviétique. Manifestement, c'est plus dur de sortir de l'Union européenne que de l'Union soviétique. La seule différence, c'est que l'Union soviétique envoyait ses chars et l'Union européenne, elle envoie ses commissaires européens et ses négociateurs, et surtout elle envoie ses banquiers, et elle tente évidemment d'imposer par la technocratie ce que les peuples ont décidé, mais peut-être qu'on en parlera, puisque c'est une affaire quand même qui est assez grave, et encore une fois, qui ne se fera pas au détriment des Anglais, croyez-le bien, mais qui se fera au détriment des Européens et des Français, parce que même si les Anglais profitent du marché européen, les Français et les Européens profitent aussi beaucoup du marché anglais. Je me souviens, quand on avait eu le débat au Parlement européen sur le Brexit, un député anglais s'était levé, il s'était fait insulter par des députés allemands, je ne sais quoi, il leur avait dit, mais maintenant, si vous voulez, on va arrêter de jouer. Vous les Allemands, si du jour au lendemain, vous ne vendez plus de voitures allemandes en Angleterre, vous risquez d'avoir quelques problèmes dans l'industrie. Vous les Français, si vous arrêtez de vendre du vin et du champagne en Angleterre, vous risquez aussi d'avoir quelques problèmes, etc., etc. Et on s'est aperçu évidemment que les échanges qui étaient entre le Royaume-Uni et l'Europe et les pays, notamment la France et l'Allemagne, évidemment, étaient très importants et qu'il vaut mieux dans ce genre de divorce que le divorce se passe à l'amiable plutôt qu'il ne se passe, j'allais dire, dans la colère, dans la fracture et dans les conséquences malheureuses que cela va arriver. L'Europe est un beau projet et je crois qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire où il a plutôt été un beau projet. Et c'est vrai qu'on nous vend depuis longtemps, l'Europe c'est la paix. L'Europe c'est la paix, ça a permis des relations après une abominable guerre. Et heureusement que les Européens ne se sont pas fait la guerre tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, puisque la Seconde Guerre a déjà été la continuation déjà de la Première, qui elle-même avait été la continuation de celle de 1870, qui elle était la continuation de tout ce qu'il y avait avec Napoléon, etc., etc. Bref, pour vous dire que c'est la paix, oui c'est vrai, je ne suis pas persuadé que ce soit que la paix. Et je ne suis pas non plus persuadé, j'en suis même convaincu, et au risque d'en faire peut-être rebondir quelques-uns, l'arme nucléaire aussi a fait beaucoup pour la paix dans les relations dans le monde. L'équilibre de la terreur, comme on l'a appelé, a changé radicalement les relations entre les nations, et même au sein de l'Europe, le fait que la France est un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, que ce soit une puissance nucléaire, évidemment, a pesé sur les relations qu'elle avait avec l'Allemagne, Allemagne vaincue de la Seconde Guerre mondiale, vaincue militairement et politiquement, mais grande gagnante économiquement, en tout cas on peut le voir aujourd'hui,
contrairement à ce que nous avons fait. L'Europe est un beau projet qui a dévié tout simplement parce que c'est un projet technocratique et qui est un projet qui essaye d'imposer, j'allais dire, comme aurait dit monsieur l'ancien Premier ministre, à la France d'en bas, des textes de la technocratie d'en haut que les Français ne veulent pas. Alors qu'il y ait des coopérations entre États, tout le monde est bien d'accord pour cela, et on n'a pas attendu l'Union européenne pour fabriquer un certain nombre de choses, mais que l'Union européenne tente de modeler l'ensemble de notre manière tout simplement de vivre, c'est une autre politique, et c'est ce que nous ne voulons pas, et c'est là qu'est la difficulté, en disant l'Europe, l'Europe, non, nous sommes des Européens, et nous ne cessons de le répéter. Espagnols, Italiens, Portugais, Allemands, nous sommes des Européens, nous sommes du continent européen, mais nous sommes opposés à l'Union européenne. C'est ça qui est difficile à comprendre. L'Union européenne, c'est un texte, c'est un traité, c'est quelque chose qui a été négocié par les gouvernements et qui s'applique, j'allais dire, juridiquement, administrativement, mais ça reste un traité. Ça reste un bout de papier en quelque sorte, et ce bout de papier, il est modifiable ou révisable, ou il devrait l'être, j'allais dire, à l'occasion des négociations ou des renégociations d'un certain nombre de sommets internationaux. Un exemple, je pense que nous vivons dans l'illégalité européenne depuis le traité constitutionnel de 2005. La France a refusé le référendum sur la Constitution européenne. Ce référendum nous a été imposé par la voie parlementaire, c'est-à-dire députés et sénateurs, pendant que 55% des Français votaient contre le traité constitutionnel européen. 92% des parlementaires, députés et sénateurs votaient le texte et décidaient de nous l'appliquer. Voilà quelle est la première, j'allais dire, et la fracture et le divorce définitif qu'il y a avec l'Union européenne. Il faut donc bâtir un autre projet. Pour ceux qui connaissent l'histoire, cette Europe, elle vient de loin. Vous savez, si les Américains, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont essayé de nous imposer beaucoup de choses. On parle toujours de la fameuse monnaie qu'ils avaient décidé et que De Gaulle avait refusé, mais ça ne s'est pas arrêté là. Le plan Marshall, il a fallu évidemment le payer et le mettre en place, mais en fait, tout a été fait. Vous avez le dernier livre de Philippe de Villiers où il rappelle un certain nombre de choses que nous connaissons évidemment depuis longtemps. Il est évident que deux modèles européens, deux modèles d'Europe s'affrontent depuis la Seconde Guerre mondiale. Le modèle qui a été porté par un monsieur qu'on appelait Jean Monnet, qui était un agent américain, qui était une Europe fédérale, qui devait répondre aux impératifs et aux intérêts des États-Unis d'Amérique, et une Europe de coopération entre les nations, qui était défendue par le général de Gaulle, et qui a donné, qu'on le veuille ou non, Airbus, Ariane et d'autres coopérations qui ne doivent absolument rien ni au Parlement européen, ni à la Commission européenne, ni à la technocratie bureaucratique européenne. On le doit aux ingénieurs, on le doit aux entreprises, on le doit au savoir-faire d'un certain nombre de nations, anglais, français, allemand, espagnol, italien, mais absolument pas à la Commission européenne ou à la technocratie de Bruxelles qui, j'allais dire, systématiquement, lorsqu'elle s'est saisie d'un projet, a réussi à le conduire à la ruine. Et on pourrait peut-être parler de la PAC, parce qu'il y aurait aussi là, évidemment, beaucoup à dire, mais quand vous voyez les agissements du président de la Commission européenne, laissez-moi vous dire que vous avez exactement, j'allais dire, le niveau des gens qui nous gouvernent. Vous savez, ces livrognes-là que vous voyez à la télévision, et qui a failli d'ailleurs brûler encore un chef d'État africain il y a quelques jours en allumant une bougie ou un monument. Voilà, cette Europe, elle est tenue par des gens qui ne sont pas élus et qui imposent des choses que nous ne voulons pas voir. Ça a des conséquences, mesdames et messieurs, sur le territoire. Moi, c'est ça que j'aimerais faire comprendre. Ça peut paraître éloigné, l'Europe, mais si vous avez moins de services publics aujourd'hui partout sur les territoires, c'est précisément parce qu'on a mis en concurrence les services publics, on a privatisé un certain nombre de choses, qu'on le veuille ou non, et on se retrouve aujourd'hui avec des services publics qui n'en sont plus,
qui coûtent toujours aussi cher, qui n'apportent plus rien, et même qui quelquefois ont disparu. Et on est bien placé pour le savoir. Et quand vous regardez le territoire des Pyrénées-Orientales, vous me citerez un seul exemple, un seul, d'un service public qui n'a pas été touché par une restructuration, surtout par une déstructuration, par des licenciements ou par des regroupements, comme ils disent, et c'est valable pour les impôts, c'est valable pour la Poste, c'est valable pour SNCF, c'est valable pour à peu près tous les services qu'on a connus, l'équipement, qui n'existe plus évidemment, etc., etc. Donc tout cela est directement la cause de textes, de directives qui ont été décidées il y a bien longtemps déjà, par un certain nombre de gouvernements français sur les injonctions de cette technocratie de Bruxelles, et voilà où nous en sommes. Alors on pourrait nous dire, mais oui, mais on sera plus fort à 28 face à la Chine, face aux États-Unis. Mais ça fait 35 ans, moi j'ai 49 ans, ça fait au moins 35 ans que j'entends ce genre de discours. On sera plus fort à plusieurs. Bon, en 35 ans, si on était plus fort à plusieurs, ça saurait. On peut coopérer, c'est sûr, on pourrait mettre en coopération des choses pour rivaliser avec les États-Unis, avec la Chine, on reparlera de l'Inde peut-être, avec un certain nombre de pays. Mais il est évident qu'aujourd'hui, c'est le projet européen qui ne fonctionne plus. Il faut donc rebâtir un autre projet européen. Ce n'est pas mettre des barbelés autour de la France et rompre toutes les relations. Ceux qui vous disent ça mentent. C'est coopérer avec les autres nations. C'est bâtir des projets, avoir une logique de projet et pas une logique, j'allais dire, juridique, tout simplement, telle que nous la voyons aujourd'hui, où le droit européen prime sur le droit français. Là aussi, on vous ment. Les 577 députés français ne votent pas la loi française. Il faut en être conscient. L'Assemblée nationale, c'est du théâtre. C'est un vieux théâtre, avec des vieilles règles, qui ne s'appliquent plus d'ailleurs. Et moi, pour la première fois qu'il siège depuis maintenant pratiquement 2 ans, je m'aperçois du décalage qu'il peut y avoir entre un certain protocole, un décorum, j'allais dire presque une pièce de musée démocratique, avec la réalité des textes qui s'appliquent à vous. Parce que tous les textes qui nous sont donnés, nous, à étudier dans les commissions, ils ont déjà été étudiés ailleurs. Et ils tiennent compte de ce qui est décidé au-dessus de nous. Ça veut dire que les députés, en fait, ne sont pas souverains. Et que votre vote pour les députés qui sont censés représenter fictivement la nation, eh bien, tout simplement, ces votes ne servent à rien. Ce n'est plus une démocratie, pas plus représentative que participative, que rien du tout. C'est une oligarchie. C'est le pouvoir de quelques-uns, et le reste suit. Parce que le système est bien fait, et que quand vous avez des majorités telles que celles que nous avons à l'Assemblée nationale, de je ne sais pas 340 ou 350 députés d'En Marche, plus le MoDem, etc., ces gens-là ne s'opposent à rien. On leur met des textes devant le nez, ils les votent, ils sont contents, ils ont dans des commissions, ils ont des délégations, ils voyagent. Voilà, ça fait partie de ce que je vous disais, le théâtre, et l'opposition a peu de pouvoir pour contester cela. Tout simplement parce que le mode de scrutin est un mode, j'allais dire, confiscatoire de la démocratie. Et ça fait bien longtemps que ça dure. Ça ne se voyait pas trop sous De Gaulle, parce que la personnalité était forte. Ça ne se voyait pas trop sous Pompidou. Ça ne se voyait pas trop sous Giscard, parce qu'il y avait encore 2 blocs, droite et gauche. Ça ne se voyait pas trop au début de Mitterrand, quand tout le monde a cru qu'on allait passer de l'ombre à la lumière, et qu'on a vu quand même le résultat. Parce que là, on pourrait aussi quand même en parler. Et puis depuis, on voit bien que les doutes se sont quand même installés dans beaucoup d'esprits français, qu'ils aient été avant de gauche ou qu'ils aient été avant de droite, et que cette mécanique électorale propulse toujours une majorité à l'Assemblée nationale, mais elle la propulse en général contre la grande majorité des Français, c'est-à-dire que ce sont des majorités de contre, mais ce ne sont jamais des majorités de pour. Et tout le monde vit dans la frustration, c'est-à-dire qu'on vit avec une majorité des textes qui s'appliquent que personne ne veut, pas même ceux qui ont voté pour les députés En Marche aujourd'hui d'ailleurs. Et on en arrive à cette aberration, mais ça fait longtemps que ça dure. Vous savez, je critique Mitterrand, mais je pourrais vous critiquer Sarkozy, Sarkozy dont on pensait qu'il allait faire des merveilles, qui s'est fait élire, j'allais dire, tranquillement avec des projets pleins le mérite, le travail, la nation, le Karcher, etc., etc., et dont on a vu quand même le résultat.
Et là, c'est un peu pareil. On a M. Macron qui a promis monts et merveilles. Les gens qui sont dans la modernité, dans l'économie, on dit ben avec lui, au moins c'est bon, moins d'impôts, on va pouvoir épouser l'économie mondiale. Et puis le résultat, il est là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le pouvoir. Quand les gens auront compris ça, ils auront tout compris. Et qu'il ne fait qu'appliquer la feuille qu'on lui signe à Bruxelles, la feuille de route que les Allemands tolèrent pour la France. Moi, je ne suis pas anti-allemand, mais les Allemands ne paieront pas pour nous. Les Allemands nous demandent de faire des choses, mais ils ne paieront pas pour nous. Et le problème de l'Europe aujourd'hui, il est là. Et il va falloir, évidemment, sortir de cette impasse à l'échelle de l'Europe, parce que sinon, mesdames et messieurs, nous en crèverons. Et moi, je vous le dis comme je le pense, pour bien connaître quand même la situation de notre pays. Fillon avait raison, la France est en faillite. Vous pouvez la prendre dans tous les sens. Vous pouvez prendre les comptes publics dans n'importe quel sens. 2000 milliards d'euros de dette. 100% du PIB. C'est bien la peine après de donner des leçons à des démocraties qui, soi-disant, ont aussi des dettes, etc. 100% du PIB. Un commerce extérieur en déficit permanent. Encore ce soir, le classement de l'OCDE, les salaires en France sont les plus fiscalisés du monde. 13 points au-dessus de la moyenne des autres. C'est-à-dire que sur votre feuille d'impôt, on vous en prend je ne sais combien, quand on compte tous les impôts, ça dépend si vous mettez la TVA, pas la TVA, etc. Eh bien, c'est 13 points de plus que les pays en Europe. Comment voulez-vous que l'économie française, j'allais dire, trouve un peu d'énergie, alors qu'elle est asphyxiée par les taxes, elle est asphyxiée par un certain nombre d'autres budgets dont on parlera peut-être, et elle ponctionne systématiquement à tous ceux qui, aujourd'hui, n'en peuvent plus, et ça ira jusqu'à l'explosion que nous avons plus ou moins subie avec les Gilets jaunes à partir du mois de novembre, puisqu'à partir du mois de novembre, moi je suis allé voir, et il y a je connais beaucoup de gens ici qui étaient sur les ronds-points. C'est vraiment des braves gens qui étaient sur les ronds-points. C'est vraiment des gens, je peux vous dire, et vous le savez, qui n'arrivaient plus à boucler les fins du mois, qui avaient des petites retraites, qui tout simplement subissaient un certain nombre de choses et qui se sont révoltés. L'idée était bonne, à mon avis, puis ensuite, comme tous ces mouvements de rue, dans le temps, avec un certain nombre d'autres forces qui s'agrègent, eh bien, nous en sommes arrivés à ce mouvement qui est un peu hybride aujourd'hui, et selon les régions, qui est plutôt un mouvement populaire ou un mouvement engagé ou infiltré ou tout ce que vous voulez, mais ça ne correspond plus tout à fait à ce que moi j'avais vu la première fois le 17 novembre, et c'est bien dommage parce que ça partait vraiment d'une bonne intention, et je pense que le soufflet n'est pas tombé. Il est tombé comme ça momentanément parce que évidemment on s'essouffle, ça coûte cher et les gens ont peur, mais je pense que la colère elle est profonde et qu'elle est prête à s'exprimer tous les jours dans quelque corps de métier que ce soit. Il y a nos amis ici, vous avez des représentants du monde pénitentiaire, je suis allé les soutenir souvent. Il n'y a pas une profession en France qui est heureuse de son sort, que ce soit dans les transports, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la police, que ce soit dans la justice, que ce soit dans les prisons. Citez-moi un seul exemple, à part débuter en marche, de quelqu'un qui est content. Honnêtement, moi je n'en connais pas. Les artisans, les commerçants, les retraités dont on croit qu'ils ont tous apparemment des réserves d'argent importantes et qu'on va ponctionner dès qu'on le peut. Enfin, tout cela, mesdames et messieurs, nous sommes en train de le vivre. Oui, la France est en faillite. Et cette faillite, je ne vois pas qui la paiera, à notre place, et sûrement pas les autres pays de l'Europe par solidarité, parce que certains pays, vous savez, ne sont pas mieux lotis que nous. Et je n'aimerais pas que les Français subissent, par exemple, le tour de vis qu'on a donné à la Grèce, qui est un petit pays, mais enfin, je peux vous dire, qui a été quand même très sévère pour les retraités, pour les fonctionnaires, pour les jeunes, ou même en Espagne. Parce que là aussi, c'est nos voisins, mais je peux vous dire qu'ils ont aussi beaucoup souffert de la crise et qui s'en sortent aujourd'hui, après avoir fait des efforts que je pense le peuple français, dans son ensemble, ne fera pas, parce qu'il y a trop de gaspillage,
trop d'argent dépensé à tort et à travers, pas assez de justice sociale, pas assez de justice fiscale, et que notre système aujourd'hui, il est tout simplement bloqué, il est verrouillé, et les élections européennes ne seront qu'un petit moyen d'envoyer un signal. Voilà, ces élections européennes servent à envoyer un signal, puisque le Parlement européen a très peu de pouvoir quand même, mais quand même, s'il y avait au Parlement européen une majorité, moi je ne dis pas d'anti-européens ou d'eurosceptiques, c'est-à-dire on est européen, on a le droit de la critiquer quand même, on n'est pas en face d'un dieu ou d'une dynastie ou je ne sais quoi. On doit pouvoir critiquer l'Union européenne, et si on ne la réoriente pas, évidemment, eh bien, nous en subirons encore plus les conséquences, avec quand même, hein, là aussi, hein, la France verse chaque année 22 milliards, l'année prochaine 23, 22 milliards par an au budget de l'Union européenne, elle en récupère 14. Voilà. C'est-à-dire que nous en sommes de notre poche pour à peu près, disent les experts, je dirais 7 milliards, allez, voilà. 7 milliards par an jetés par les fenêtres. Alors on nous dit qu'il faut de la solidarité, mais on pourrait exercer cette solidarité avec d'autres pays européens sans alimenter la machine technocratique bruxelloise, sans alimenter ces institutions qui font perdre du temps, qui font perdre de l'argent, et qui la plupart du temps d'ailleurs décident de très mauvaises solutions pour l'économie française ou pour, j'allais dire, la vie et la culture, la civilisation européenne. Et ça, c'est encore un autre sujet. Il y a la partie financière qui est grave. Vous avez la partie des migrations, qui est aussi très grave. Alors on peut, là aussi, hein, on peut se cacher les yeux, mais non, il faut aider les gens. Moi, j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas aider les gens. Hein. Mais si vous connaissiez, il y en a qui connaissent, mais l'Afrique comme je la connais, il ne faut pas s'étonner que beaucoup d'Africains ne rêvent que d'une chose, c'est de venir en Europe. Mais encore faut-il qu'on se demande pourquoi. Parce que pour avoir quand même beaucoup d'amis africains, avoir fait mes études avec eux, je peux vous dire que beaucoup sont d'accord avec nous. Et qu'ils ne rêvent que d'une chose, c'est que leur continent se développe pour précisément pouvoir avoir un avenir chez eux, dans leur culture, avec leur histoire et avec leur famille, ce qui n'est pas le cas. C'est un problème d'immigration crucial pour l'avenir, qui est à la fois crucial pour nous, mais qui est aussi crucial pour les pays qui nous envoient de l'immigration. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Alors nous sortons de ce grand débat, donc peut-être vous aurez des questions, vous me direz si vous savez ce qui va en sortir, parce que le chapeau est tellement grand que je ne sais pas si Macron il trouvera le fond, hein, je ne sais pas surtout quelle mesure il décidera, à mon avis, hein, rien plus rien égale rien. Et je crains que mardi ou lundi, il se creuse la tête pour nous annoncer un certain nombre de mesures qu'ils seront bien incapables de tenir, en tout cas financières, c'est sûr, puisqu'il n'y a plus d'argent. Donc à part aller les chercher dans la poche de Pierre pour les mettre dans celle de Paul, et inversement, je ne vois pas comment ils vont faire. Alors peut-être qu'il y aura des mesures institutionnelles, un petit peu de proportionnel, un petit peu de référendum, un petit peu de je ne sais quoi. Bref, nous verrons bien, peut-être même ils modifieront la carte administrative française, les départements sont menacés. Hein, les départements sont menacés. Alors que, qu'on le veuille ou non, on aime ou on n'aime pas, les départements ont fait leurs preuves. Et moi, je dois dire, je suis assez départementaliste. Voilà. Si on avait des départements correctement gérés, eh bien, je pense que tout le monde y trouverait son compte, parce que c'est vraiment une institution de proximité, comme les mairies, et pas comme la région. Vous avez bien vu comment on a traité les Pyrénées-Orientales. Hein, alors, on ne va pas me battre, moi, sur les termes. Hein, le pays catalan ou le Roussillon, une fois qu'on a décidé la fusion avec Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, ça s'est transformé en Occitanie. Il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Ce que vous devez savoir, la fusion devait faire économiser de l'argent. Est-ce que vous savez combien elle a coûté, la fusion? 1 milliard supplémentaire. Voilà. 1 milliard supplémentaire de ce que coûtait séparément Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Voilà, ça c'est la grande œuvre de M. Hollande, un autre. Hein, et donc de Mme Delga, ça a été là encore un raté, et j'espère que les prochaines réformes qu'il faut administratives ne rajouteront pas encore, j'allais dire, des charges supplémentaires à des territoires qui n'en peuvent plus.
Parce que quand vous rajoutez quand même les communes, les communautés de communes ou les communautés urbaines, plus tous les syndicats que vous avez intercommunaux divers et variés, plus le département, plus la région, plus l'Union européenne, dont l'argent, quand même, l'Union européenne, le schéma, c'est celui-là. Vous envoyez l'argent à l'Europe, et l'Europe vous le renvoie aux régions, et les régions les renvoient encore, selon divers critères, aux acteurs économiques. Plus les préfets qui ont repris du pouvoir. Parce qu'on vous a, là aussi, largement trompé. On s'est réjoui que les députés n'avaient plus, vous savez, la fameuse réserve parlementaire. Les députés, on leur donnait 150 000 € pour aider par an les associations ou les petites communes. Moi, j'ai vu des petites communes où les sénateurs, ici, ou les députés, avaient acheté un rotophile, une brouette. C'est des choses comme ça. C'était ça, la réserve parlementaire. Parce que vous avez des communes qui n'ont plus d'argent. Moi, dans ma circonscription, je connais des communes qui n'arrivent plus à boucler leur budget. Tout simplement parce qu'ils n'ont plus d'argent. Et donc, ils étaient bien contents d'avoir le député, le sénateur, qui leur donnait, c'était pas du clientélisme, c'est pas vrai, qui leur donnait un peu de budget du député pour permettre un certain nombre d'achats, mais d'achats de collectivité. C'était pas pour le maire, c'était pour les habitants et pour le service à la population. Tout ça, c'est terminé. C'est le préfet qui a repris ça en main. Et le préfet, lui, il a une enveloppe à nouveau. Et c'est lui qui distribue l'argent public en fonction des dossiers que vous lui apportez, de critères. Et j'allais dire, c'est quand même, selon les projets, des sommes qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et les maires du département ne se privent pas, ils ont bien raison, de solliciter la préfecture pour obtenir quelques aides. Mais encore une fois, c'est plus de la décentralisation. C'est-à-dire qu'on a enlevé encore du pouvoir aux maires, on a enlevé du pouvoir aux élus locaux pour le donner aux représentants de l'État ou pour le donner à des collectivités territoriales plus importantes. J'ajoute, ici Céret, je ne suis pas spécialiste de la ville de Céret, mais quand vous êtes dans la communauté urbaine de Perpignan, eh bien, vous paierez évidemment beaucoup plus d'impôts qu'il y a encore 2-3 ans, parce que aujourd'hui, la communauté urbaine, elle crée des taxes. Elle augmente des taxes sur les entreprises, taxes sur les transports, taxes sur les inondations, augmentation, elle a doublé par exemple la taxe foncière. Parce que tout le monde s'est réjoui, et on le comprend, de ne plus payer de taxes d'habitation. Mais à un moment donné, si vous voulez, plus personne ne croit ni au Père Noël, ni à l'argent qui tombe du ciel. Il est évident que l'argent qui n'est pas pris dans la poche du contribuable par la voie de la taxe d'habitation, il va être pris de notre côté par l'intermédiaire d'autres taxes, ça paraît évident. Et ce n'est pas fini. Et c'est la foncière qui va augmenter. Et ou peut-être qui a déjà augmenté. On en reparlera. Mais je peux vous dire que ça va être très délicat dans les années à venir, parce que cette multiplication de taxes et cette augmentation, évidemment, des impôts locaux, eh bien, va pénaliser, encore une fois, l'économie, le portefeuille des ménages et des familles, les retraites et les retraités, etc., etc. Nous sommes dans un cercle vicieux. Nous allons chercher de l'argent que nous ne créons plus, et nous allons le chercher, eh bien, toujours dans les mêmes poches, sur des gens qui, petit à petit, eh bien, vous avez le niveau de l'eau qui monte, jusqu'à ce qu'il arrive au niveau du nez et que plus personne ne puisse respirer. C'est là précisément que se produira le grand Spunz. Hein. Il a failli avoir lieu au mois de novembre, et il faut faire attention. Vous savez, les révolutions, ça peut paraître sympathique comme ça, et ça peut se battre sur des idéaux, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elles s'arrêtent, ni comment elles s'arrêtent. Alors, moi, je préfère largement la démocratie, je préfère largement le suffrage universel, je préfère largement le pouvoir des urnes, pour peu, évidemment, qu'on ne trompe pas hein, les citoyens, et que les citoyens, et ça, moi, je l'ai toujours dit, aient quand même l'intelligence de savoir, j'allais dire, d'une élection sur l'autre, à qui ils font confiance. Moi, je le répète souvent, vous savez, je viens d'une famille très partagée, mais une branche était à gauche, on va dire. Ils étaient très contents quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir. Ils ont vite compris, quand même. Bon. Mais une fois qu'on a fait la gauche, et qu'on a vu, une fois qu'on a fait la droite et qu'on a vu, une fois qu'on refait la gauche, on ne sait jamais, on a pu se tromper d'une fois, bon, et qu'on voit, et qu'on remet la droite et qu'on voit à nouveau, et que là on en met un qui est soi-disant ni droite ni gauche, ou est de droite et de gauche, on ne sait pas, en tout cas qui est je vais dire, plutôt sensible à un État supranational.
bien, on fait quand même le bilan de tout ça. Moi, je comprends que les gens soient attachés à des cultures familiales, à des histoires locales. Je comprends les grands idéaux de Jaurès pour les uns, de Gaulle, ou des chrétiens, qu'on appelle ça, des indépendants et paysans, qui a été quand même l'un des plus grands partis en France. Je comprends qu'il y ait des attachements viscéraux à des familles politiques. Mais à un moment donné, aujourd'hui, quand on regarde le bilan, il faut faire le bilan, et il faut se positionner par rapport au bilan, et pas par rapport à des rêves. Parce que les rêves, ils coûtent cher, et ils peuvent conduire au pire. Voilà. Alors évidemment, nous, on nous fait passer pour ceux que nous ne sommes pas. Il y a des gens délicats, il y a des gens extrémistes, mais de ces gens délicats, extrémistes, etc., vous en avez dans tous les partis, évidemment. Gage à la direction du mouvement de les écarter quand, évidemment, on s'en aperçoit, ce que nous faisons. Mais qu'on arrête de dire qu'il y a un danger fasciste ou je ne sais quoi en France avec le Rassemblement national. Il faut quand même arrêter les bêtises. Parce que pour l'instant, le plus grand danger qui menace la France, c'est le désordre qui est dans les rues ou qui va arriver dans les rues. C'est le désordre d'une immigration incontrôlée. C'est le désordre d'un islam radical qui ne veut pas respecter les lois de la République. Hein? Moi, vous connaissez, je crois, beaucoup mon discours ici. Moi, je n'ai absolument rien. Les gens ont leur religion, ont leur manière de penser. Mais dans l'espace public, ça n'existe pas. Dans l'espace public, nous sommes en France. Si certains veulent se balader dans une tenue traditionnelle, etc., c'est leur affaire chez eux. Ils n'ont pas à nous l'imposer chez nous. Ils n'ont pas à nous imposer des menus. Ils n'ont pas à nous imposer des horaires aménagés. Et voilà, bref, ils n'ont pas à nous imposer tout ça. C'est ça, la France. Et dans les débats que nous avons vus depuis longtemps, comme si la France tombait du ciel, la France est un pays d'immigration, oui. Je l'ai dit l'autre jour chez Ardisson, dans l'émission où j'étais invité, oui, italien, polonais, portugais, combien, j'allais dire, de strates d'immigration la France a assimilé depuis maintenant un siècle. C'est pour vous dire que suffit de regarder les patronymes dans les Pyrénées-Orientales pour se rendre compte, hein, ou de regarder même les candidats du Front National avant et maintenant pour vous dire que tout ça, j'allais dire, l'assimilation, c'est faite, et bien faite, au point que, quels que soient les patronymes, on ne regarde plus qui est d'origine française ou qui n'est pas d'origine française, parce que le problème n'est pas là. Le problème est un problème de respect. Le problème est de respect de la loi, le respect des textes, le respect de la République française, de la France, de ses traditions, des gens d'ici, et qu'on ne vienne pas nous raconter un extrémisme, je ne sais quoi, et un danger que, regardez les gens qui m'entourent, et vous verrez si vous voyez pointer en eux les dictateurs de demain, je ne crois pas. En revanche, ce que je crois, c'est que le désordre peut conduire évidemment à de graves mouvements sociaux, ou même de graves mouvements, j'allais dire, politiques, qui s'exprimeront par la violence, ce que je ne souhaite pas pour mon pays. On peut encore largement sauver, là simplement en remettant les choses à leur place. Et comme diraient certains, vous n'y voyez pas une allusion religieuse, en remettant l'église du village au centre du village. On pourrait dire la mairie ou on pourrait dire l'école. Mais c'est vrai, des choses simples, pas des choses extravagantes, des choses simples, du respect, parce que le propre d'un homme politique, c'est d'abord de travailler pour ses concitoyens, quels qu'ils soient, pour amener une jeunesse à avoir un avenir, et pour permettre à tout un chacun de pouvoir s'épanouir dans la paix et non pas dans le désordre permanent, comme malheureusement on le voit un peu trop souvent en France, pas que dans les villes, mais aussi dans les campagnes. Et moi je regarde l'évolution d'un département comme le nôtre, il y a quand même des signes inquiétants partout. On vit bien, mais on voit bien un certain nombre de dérives, et c'est pas parce que il y a certains coins qui sont plus préservés que d'autres que ça n'atteindra jamais les campagnes les plus éloignées des Pyrénées-Orientales, croyez-moi. Mais ça, c'est un autre débat, puisque nous attaquerons les élections municipales l'année prochaine, et qu'il y aura de vrais débats là pour savoir ce que les habitants des villes de ce département voudront faire. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire, moi, en propos introductif. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci de m'avoir écouté.